Bienvenue à tous, merci d'être là. Et merci à nouveau de revenir pour ceux qui sont venus hier soir. Et Jacques, toujours heureux de te revoir. Moi aussi. Donc ce soir, énergie cosmique et énergie spirituelle, c'est un sujet assez vaste. Parce que de quoi on parle? J'ai pour habitude de toujours de définir les termes. Et quand je définis les termes, c'est pour être clair avec le sujet. Comme ça. Donc qu'est-ce que l'énergie? Si je mets énergie cosmique et énergie spirituelle, on a l'impression qu'il y a deux énergies. Ça laisse à croire ça. Mais non, il n'y en a qu'une. Mais aussi, de quelle énergie on parle? On ne parle que d'une. Est-ce que c'est l'énergie biologique, calorique? Est-ce que c'est l'énergie physique, l'électromagnétisme, entre autres? Est-ce une énergie spirituelle qui n'a rien à voir avec l'énergie biologique? Et l'énergie physique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une autre forme d'énergie ou c'est quoi tout ça? Ben c'est ça qu'on va essayer de voir. On va essayer de définir tous ces termes pour être clair avec tout ça. On va partir sur la base qu'il n'y a qu'une énergie qui s'exprime différemment. L'énergie cosmique, c'est-à-dire l'énergie de la physique, est similaire à l'énergie biologique et également similaire à l'énergie spirituelle. Ça paraît pas comme ça, parce que c'est facile de faire des recoupements comme ça. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est d'expliquer pourquoi il n'y a qu'une énergie. Donc vous m'arrêtez pour poser les questions, d'accord? C'est important. On va commencer par la partie, je veux dire, physique et biologique de l'énergie, pour entrer dans le sujet. Donc, en physique, l'énergie, elle est indestructible. Elle ne fait que changer de forme. Peut-être vous avez déjà entendu cette phrase de Lavoisier, donc on parle de l'énergie par rapport à Lavoisier en chimie, l'inventeur de la chimie. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Il faut savoir que ce n'est pas lui qui a inventé ça. C'est un présocratique qui a vécu 600 ans, autour de 600 ans avant Jésus-Christ. Il s'appelle Anaxagore. Il disait la même chose. Lavoisier s'est inspiré de ces philosophes présocratiques pour exprimer en chimie une chose ancienne, il y a 2600 ans, en fin de compte. Donc Lavoisier, lorsqu'il dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, de quoi il parle? De l'énergie. Il montre qu'il y a une chose similaire, une chose qui est homogène, et qui ne fait que changer de modulation et d'état. Du coup, ici, on la voit sur un certain état en physique et en chimie, et dans une autre modulation et état, on la voit exprimée d'une autre manière. Et il y a un échange d'énergie entre la part subtile et une part solide. Et elle se densifie lorsqu'elle devient solide, et elle se subtilise lorsqu'elle devient subtile. Du coup, elle change d'état, mais elle reste identique à elle-même. Elle est homogène. Elle est indestructible, cette énergie. Prenons le cas concret en biologie, parce qu'on est en chimie. Lorsqu'on mange quoi? Des aliments. C'est sûr, on peut manger des chaises. Mais on mange des aliments. Mais pourquoi on mange des aliments? Pour rechercher l'énergie. L'énergie qui est présente justement dans les aliments. Mais l'énergie des aliments, d'où vient-elle? Cette énergie-là. Cette énergie provient, par exemple, pour les végétaux, de la photosynthèse. Elles absorbent l'énergie solaire, elles photosynthèsent l'énergie solaire pour le transformer en élément nutritif pour le végétal. Ça vous va? Donc, ce que fait le végétal, c'est les fleurs, par exemple, les plantes, c'est capter l'énergie solaire, quelque chose d'énergétique, calorique. Elle arrive à faire de l'alchimie, parce qu'elle arrive à transformer la lumière en matière solide et nutritive. Nous, on est incapable de faire ça. Biologiquement, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire, mais c'est le mystère. Comment une plante peut faire ça? La photosynthèse, inventée par
par des algues il y a des milliards d'années. Donc ça, c'est la part pour les plantes, les végétaux. Maintenant, les animaux. Les animaux, quels sont le problème des animaux? Parce qu'ils sont mobiles. Ils ont besoin de dépenser plus d'énergie par rapport aux végétaux, qui sont immobiles. Les végétaux sont immobiles, donc ils captent l'énergie et ils emmagasinent. Mais les animaux, parce qu'ils se déplacent, ils ont besoin de plus d'énergie, parce qu'ils dépensent de l'énergie. Du coup, où vont-ils chercher l'énergie? Auprès des végétaux, en se nourrissant de l'énergie emmagasinée par le soleil et la plante, qui transmet ça à l'animal, d'accord? Et l'animal, du coup, se nourrit de la même énergie, captée par la plante, lorsqu'il est herbivore. Maintenant, le carnivore, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, il bouge encore plus. Les animaux carnés sont plus rapides. Ils ont besoin de plus de force, plus de calories, plus d'énergie. Et ils se nourrissent de quoi? De ceux qui se nourrissent des herbes, des herbivores. Et il y a toute une chaîne qu'on appelle la chaîne trophique, la chaîne tropique, qui est une chaîne d'alimentation connue en biologie, où le départ, tout est lié au soleil. C'est la même énergie, mais qui se transmet et qui se transforme au fur et à mesure de la chaîne alimentaire, la chaîne tropique. Ça vous va? Nous, on est là, et de quoi nous nourrissons? De l'énergie solaire captée par les plantes, emmagasinée par les animaux herbivores, qui se nourrissent des plantes, puis des carnivores qui se nourrissent des herbivores. Ça vous va? Du coup, nous, lorsqu'on mange une pomme ou un animal, on garde en nous l'énergie solaire et on évacue par les selles tout ce qui n'est pas comestible. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous? On se nourrit de l'énergie solaire. Vous comprenez? Il n'y a qu'une énergie. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. L'énergie solaire, c'est juste transformer pour arriver jusqu'à nous. Et c'est pour ça que se nourrir du prana ou se nourrir de lumière, certains y pensent. Parce que peut-être qu'il y a un moyen direct de se nourrir de la lumière, sans passer par cette chaîne-là. Ça vous va? Donc, c'est la même chose pour toute l'énergie en technique et dans la technologie. Prenez le cas des voitures, de l'électricité, ou anciennement le charbon ou le pétrole. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie emmagasinée par, premièrement, les plantes. Par exemple, le pétrole et le charbon, ce sont des plantes, donc de l'énergie solaire, fossilisée. Et on cherche à dégager quoi à l'intérieur? L'énergie emmagasinée. Encore une fois. Et l'uranium, c'est la même chose. C'est l'énergie cosmique du soleil emmagasinée dans des matériaux. On retombe toujours sur nos pieds. C'est toujours cette énergie, c'est la même. On a l'impression qu'elle est différente, c'est la même. Ça va? Du coup, il faut bien prendre conscience maintenant que quand je prends une pomme, je l'avale, je ne mange pas une pomme. Je mange l'énergie solaire emmagasinée par une plante. Et mon organisme reconnaît cette énergie-là et s'en nourrit. Du coup, il faut réfléchir sur ça. Ensuite, je vous disais que cette énergie, elle est indestructible, parce qu'elle ne fait que changer de forme, comme on vient de le voir. Et les physiciens mesurent cette énergie-là. Ils sont capables de la mesurer. Donc c'est une énergie qu'on peut mesurer. Ça vous va? Cette énergie qu'on peut mesurer, on la mesure en calories pour les biologistes. C'est l'énergie calorique. Et pour les physiciens, le joule en lien avec l'électromagnétisme. C'est l'énergie électromagnétique de l'univers. Mais elle ne bouge pas. Statique, homogène, changement de forme et dynamique en même temps. Du coup, il y a un cycle de l'énergie. Ça, il faut bien le savoir. Ce cycle de l'énergie qui provient de l'énergie électromagnétique, parce que les ondes qui proviennent du soleil, cette énergie, ce sont des ondes, je vais vous le dire. Cette énergie solaire, ce sont des ondes électromagnétiques. Certaines sont filtrées par l'atmosphère, entre autres les UV, qui sont dangereuses. Ces ondes sont dangereuses pour nous, mais pas pour d'autres animaux.
Et d'autres ne sont pas filtrées. C'est comme ça qu'on arrive à voir les couleurs. Les couleurs, c'est de l'énergie, c'est des ondes. Du coup, il faut bien comprendre que, en plus que l'on se nourrit de cette énergie, comme je viens de vous montrer dans l'alimentation, on vit autour de cette énergie et on est constitué de cette énergie-là. Les ondes électromagnétiques et les ondes émises par le cosmos. Et le Soleil est le premier moteur d'émission d'ondes électromagnétiques qui est le spectre électromagnétique très vaste. Ça vous va? Du coup, on est constitué d'ondes, on se nourrit d'ondes. Tout autour de nous, il y a des oscillations d'ondes électromagnétiques et c'est cette même énergie qu'on utilise pour se nourrir. Et ce sont des oscillations. Du coup, énergie, lumière, oscillation, vibration, on se nourrit de ça. Donc, réfléchissez un instant. On se nourrit d'oscillations et de vibrations. C'est ça qu'il faut voir. Vous voyez? Donc, si moi je me nourris de lumière, mais que derrière la lumière ce sont des oscillations, donc, quelle est la part en moi qui ne se nourrit pas d'oscillations? Il n'y a rien. Nous sommes entièrement constitués d'ondes, de fréquences, et qui consonnent, c'est-à-dire ça résonne, c'est selon la même intonation, la même consonance, avec ces ondes qui sont émises par le Soleil. Ça vous va? Donc là, vous voyez qu'on fait un tour assez large pour comprendre que tout est oscillation, qu'on se nourrit d'oscillation, qu'on est constitué d'oscillation, et que tout autour de nous, il n'y a qu'oscillation. Et on est en physique, hein, on est en chimie, hein, on n'est pas en spiritualité, là. On n'a pas fait le pas jusqu'à là. Et cette énergie, il faut bien le saisir, elle est indestructible. Elle est indestructible. Depuis l'origine des temps, c'est-à-dire le Big Bang, c'est une théorie encore, depuis l'origine du temps et de l'espace, c'est la même énergie qui existe, en quantité similaire, la même quantité. Et cette quantité crée le cosmos et l'homogénéité du cosmos et de l'univers. C'est ça l'énergie cosmique. La première chose, c'est ça, l'énergie cosmique. Je t'ai pas perdu, Jacques, hein, ça va? Non. Du coup, les variations électromagnétiques, qu'on va appeler des intensités, créeront les différentes couches de matière, de la plus subtile à la plus dense. Ainsi, ça c'est de l'énergie solidifiée. Je suis énergie solidifiée, en mouvement, en dynamique, constitution de même énergie, vibration, simplement que là, le système est beaucoup plus figé que le mien, beaucoup plus homogène. Et tout autour de moi, c'est la même chose à travers la lumière, les plantes, l'atmosphère, tout. Du coup, il y a une constitution de degrés d'énergie qui part du plus intense au moins intense, du plus lumineux, plus chaud, au moins lumineux. C'est ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. D'accord ? Dans ce spectre, plus on s'approche de l'origine de cette énergie, c'est-à-dire plus proche des atomes, plus l'énergie est incroyable. Regardez les bombes atomiques et l'uranium. On s'y approche, on tombe malade. Fukushima, Nagasaki, tout le reste. Hein. Du coup, il faut bien saisir que nous vivons sur des couches d'énergie et nous ne pouvons pas dépasser ces couches d'énergie parce que l'oscillation nous empêche de passer des couches d'énergie. On est en physique et en biologie. Lorsqu'on change de couche, c'est-à-dire de dimension, de plan, d'organisation de l'énergie, nous sommes obligés d'être affectés par cette organisation et du coup, on ne peut plus rester tel que nous sommes. C'est ainsi que, par exemple, prenez les scanners quand vous allez dans les hôpitaux. Quand vous faites des scanners, qu'est-ce qu'on voit dans les scanners? On passe les ultras, les rayons X, pour pouvoir voir vos os, par exemple, dans les scanners, pour voir si vous avez des problèmes. Ça, c'est des oscillations d'énergie utilisées par la médecine. Mais lorsqu'on traverse comme ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Attention, ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce qu'à très forte dose, à intensité, c'est dangereux pour l'organisme. Parce que ça affecte l'organisation interne. Du coup, voilà, il faut saisir qu'il y a des couches d'énergie.
Plus on monte dans les énergies, plus c'est dangereux. Et du coup, on ne peut pas dépasser physiquement certaines couches. Et inversement, ces couches ne peuvent pas arriver à notre degré parce qu'elles sont trop rapides par rapport à nous. Et donc ça part du plus rapide, question d'oscillation, au moins rapide. Et du coup, ça va faire ça. Imaginez-vous des ondes. Voilà, je le fais très, très simplement pour que ça soit plus clair. Voilà. Donc, imaginez-vous que ça soit les oscillations des énergies. Plus on monte, plus c'est rapide, plus c'est intense, plus c'est chaud. Et plus on descend, plus ça ralentit. C'est ce qu'on appelle les sinusoïdes, l'onde sinusoïde. Et ça, c'est un leurre. Parce que les ondes ne fonctionnent pas comme ça. Les ondes fonctionnent, si on pouvait les voir en 3D, pas en 2D, ça donne des vortex. C'est-à-dire que ça, c'est circulaire. Ça tourne comme ça. Et ça tourne à une certaine vitesse, ça émet un champ. Du coup, c'est circulaire ou c'est cycloïde? Ça, t'imagines, ce truc-là, là, quand tu le dessines comme ça, c'est le mouvement de l'énergie qui tourne comme ça. Et quand tu mets ça, ça donne ce cycle-là. Ça tourne comme ça. C'est la vitesse de rotation. Ouais, la vitesse de rotation. Tu vois, t'es là, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Oui, donc c'est pas un cercle. Ça dessine le cercle. C'est les deux associés. Ouais, ça dessine le cercle. Par contre, ça a une vitesse tellement rapide que ça dessine. On a l'impression, lorsqu'on le voit, que ça fait le cercle. C'est hyper rapide. Mais plus tu descends, plus tu vois le mouvement. Plus tu montes, plus tu as l'impression qu'il n'y a pas de mouvement. Là, tu te rapproches de la dissolution de l'espace-temps, et là, tu te rapproches de la constitution de l'espace et du temps tel qu'on le connaît, et la matière dense apparaît. Et ici, c'est l'énergie de plus en plus forte qui apparaît. Du coup, ça, la luminosité changera, la couleur, l'énergie changera selon la dimension où nous sommes. Donc, question de couleur, ça indique l'énergie. La question de la texture, la forme, indique le degré d'énergie où nous nous situons. Bon, encore en physique et tout. Hein. Ça va? Je ne vous ai pas trop perdu avec ces notions-là, des notions de base en physique et un peu en chimie. Ok. Donc, il faut saisir que la chaleur provient de l'électromagnétisme. Moi-même, et vous-même, vous avez de la chaleur. Ça provient de ces ondes que l'on émet. C'est comme ça qu'on a les lumières infrarouges aussi, qu'on arrive à voir les gens, à cause de la chaleur que vous dégagez. Électromagnétique. Donc, il y a de l'électromagnétisme en moi. Nous sommes des hommes électromagnétiques, pas uniquement biologiques et chimiques. Et là, c'est une erreur de la part de la biologie, parce qu'elle considère l'homme actuellement comme homme mécanique de nature chimique. Elle n'a pas encore intégré l'homme électromagnétique. Vous voyez? Ça, c'est une hérésie encore en biologie, ça. Et il viendra un temps où ça sera obligé de le concevoir, parce que tout fonctionne comme ça. Donc l'énergie électromagnétique, on est constitué de ça. Donc on peut se soigner par les ondes et les oscillations des vibrations et la lumière. La chromothérapie et la luminothérapie a un effet à cause de ça. Ensuite, la densité et la masse, la couleur, les calories, la texture, la forme, les sensations, les 5 sens, et le monde visible provient de tout ce qu'on vient de dire. La réalité, en un mot. Ça, c'est l'énergie. La réalité, c'est de l'énergie. En un mot. Vous comprenez? Du coup, notre conscience est pure énergie. Comme je vous ai dit, s'il y a quelque chose d'autre, en dehors des oscillations, est-ce qu'il y a? On a répondu depuis le départ, je vous l'ai dit, évidemment, il n'y en a pas. Parce qu'on se nourrit de ça, on est constitué de ça, on est entouré de ça. Ne croyez pas que la conscience n'est pas constituée de ça. La conscience est constituée d'énergie, est productrice d'oscillation. Et elle est productrice également d'une forme d'énergie. Du coup, on fait un pas là en psychologie et un pas un peu en spiritualité. C'est les premières prémices, mais il faut du solide au départ. Là, j'essaie de mettre du solide. C'est la logique. On va pas faire une théorie. Je suis anti-théorie, moi, pour ceux qui me connaissent. Pas de théorie, que de la logique et des déductions. Ça vous va? Donc, à mon sens, et ça c'est ce que j'essaie de dire à chaque fois, c'est écrit dans les livres que j'écris. La conscience pour moi, c'est l'énergie. L'énergie, c'est de la lumière. Et après la lumière, c'est du temps. Parce que qu'est-ce qui crée la lumière?
Qu'est-ce qui crée le temps? C'est la lumière, la vitesse de la lumière. Du coup, il y a un lien intrinsèque entre le temps, la lumière, l'énergie et l'état de conscience. C'est pour ça que lorsque vous êtes, je vous donne un cas concret, à l'hôpital et que vous souffrez, le temps se ralentit parce que votre état de conscience souffre. Du coup, vous prêtez une attention plus grande au présent par rapport à d'habitude. Hein, et ce qu'il se passe, vous avez l'impression que le temps se ralentit parce que l'état de conscience est lié au temps. Et c'est la même chose lorsque tout va bien, lorsqu'on a la joie ou un bonheur extrême. Le temps passe trop vite. La notion du temps est très subjective, vous voyez, toujours liée à un état de conscience. Le temps linéaire n'existe pas. Il n'y a rien de linéaire dans l'univers. Maintenant, je vais vous parler un peu de la thermodynamique, parce que la première partie, je vous ai dit que c'était la physique et la biologie. Après, on passe en psychologie spirituelle, pour faire les deux. Donc, la thermodynamique. Vous avez déjà entendu parler de la thermodynamique? Ça vous parle? Ouais. Je fais un petit résumé. Au XIXe siècle, c'est l'invention de la révolution industrielle. Lorsqu'ils ont découvert la mécanique pour faire avancer des machines à vapeur, puis des trains, puis des moteurs, des voitures après, et c'est la thermodynamique qui était derrière tout ça. Qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est né en France, c'est Sadi Carnot qui a inventé ça, c'est un Français. La thermodynamique, c'est de mettre dans une machine une certaine quantité d'énergie. Entre autres, le charbon, le pétrole, pour être plus simple. Aujourd'hui, c'est l'essence pour les voitures. Vous voyez? Mais quand on met de l'essence, on sait qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus d'essence. Donc il faut en mettre. Parce que c'est une machine fermée, en système fermé. Ça va? Du coup, il y a des lois en lien avec la dépense d'énergie que vous mettez dans la voiture ou dans une machine. Ces lois définissent la thermodynamique. Il y a deux grandes lois et il y en a une troisième. Bon. Les deux grandes lois, c'est la fameuse, la deuxième et la plus importante, c'est la loi de l'entropie. Vous avez déjà entendu parler de l'entropie? Ça vous parle, l'entropie? C'est-à-dire que forcément, s'il y a de l'énergie à l'intérieur, forcément l'énergie s'use et la machine s'arrête au bout d'un moment et se meurt. Vous voyez? Cette thermodynamique, la dynamique de l'échange et de la dépense de l'énergie, qui l'énergie en elle-même ne disparaît pas, elle se transforme en autre chose. Elle se transforme en autre chose. Le carbone, entre autres, est une transformation de l'énergie. Il est passé ailleurs, c'est tout. Du coup, en thermodynamique, ces lois-là fonctionnent toujours en système fermé. Système fermé. Une voiture, c'est toujours fermé. Il faut toujours remettre l'essence. L'uranium, dans les grandes centrales, c'est en système fermé. Dès qu'il n'y a plus d'uranium, on est obligé de retrouver l'uranium pour en remettre. Vous voyez? Du coup, la thermodynamique fonctionne sur un schéma qui n'existe pas dans la nature. Et c'est pour ça qu'un grand personnage qui s'appelle Ilya Prigogine, lui qui a vécu au XXe siècle, il a révolutionné la thermodynamique. Il a dit, dans la nature, il n'y a rien qui fonctionne en système fermé, isolé en bulle comme ça. Tout est interconnecté et tout est échange d'énergie. Du coup, il a inventé la dynamique des fluides. Ça consiste en quoi? Ça consiste à dire que lorsqu'on verse l'essence à l'intérieur, ça ne fonctionne jamais en système fermé. Puisqu'il y a un échange d'énergie qui va ailleurs. Dans la nature, ça fonctionne comme ça. Il y a un cycle. Et du coup, dans le cycle, il n'y a pas d'entropie, puisqu'il y a des échanges d'énergie. C'est la biodynamique de la nature. Mais nous, on mange, on transforme cette énergie-là, elle va ailleurs, et là, le reste, ça va dans les selles, mais elle n'est pas perdue dans un autre cycle, et récupérée par la nature. Et ça fonctionne en cycle. Il n'y a pas de système fermé. C'est des systèmes ouverts où tous les systèmes sont imbriqués les uns dans les autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre, grâce à ce physicien et ce chimiste, Ilya Prigogine, qu'on a complètement loupé le coche. Toutes les technologies que l'on a autour de nous, vous voyez, fonctionnent sur un schéma qui n'existe pas. Du coup, c'est l'énergie libre qu'on est en train de dire. L'énergie libre. C'est de l'énergie qu'on peut avoir de manière cyclique
et échangent d'énergie en transformant ça, en le ramenant à autre chose. Et en prenant ça, en le ramenant à autre chose. Et cette énergie qui se transforme en tout, indestructible et libre, peut révolutionner toutes les technologies, mais également les sciences, les philosophies, les arts et comment on conçoit la psychologie également. Pourquoi? Parce que la psychologie aujourd'hui fonctionne sur le même schéma, en système fermé. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, il faut bien, en biologie aussi, il faut bien manger pour avoir de l'énergie. Donc il faut avoir des calories pour pouvoir les dépenser. Donc mangez bien. Vous connaissez tout ce discours. 5 pommes. Je ne pas. Donc 5 fruits par jour, 5 pommes. Et donc voilà, tout se passera bien. Mais c'est une pensée en système fermé. Ça va, je ne vous ai pas perdu. Non. Okay. Donc cette pensée en système fermé, il faut l'oublier. Il faut ouvrir l'espace intérieur où nous fonctionnons d'une autre manière. Il faut réinventer la psychologie dans ces cas-là. Parce qu'on fonctionne en système ouvert. On se nourrit d'autre chose également. Où est-ce que tu veux en venir avec la psychologie? La psychologie actuellement considère que nous sommes des animaux. Machines, mécaniques, en système fermé. On est une automobile. D'accord. Quand tu es une automobile, au bout d'un moment, ton système s'affaisse, le long de la loi de l'entropie, et tu meurs. Tu suis? Tu meurs, tu meurs. On te remplace. C'est un autre être vivant. Telle est la loi de la psychologie aujourd'hui. C'est un système mécanique en lien avec l'ancienne thermodynamique, en lien avec un système cloisonné. Cette psychologie-là, complètement défaillante, même sur le modèle. On ne parle même pas des méthodologies internes. Le transgénérationnel. Oui, c'est de la mécanique tout ça. Transmission de gènes et tout, c'est de la mécanique. On est dans un système mécanique en psychologie. Mais si tu dis tu travailles en système ouvert, tu bouscules la psychologie. Parce que, ah oui, si tu es en système ouvert, c'est quelque chose qui n'est pas en lien avec l'homme uniquement. C'est en lien avec du transpersonnel. Non pas en tant qu'individu dans une bulle. Tu dois manger, et puis tu meurs, et tu disparais. Entropie. Non, parce qu'il n'y a pas d'entropie. Il y a un échange d'énergie. Question. Où va notre conscience? Loi d'entropie, on meurt, parce que le corps meurt. Psychologie matérialiste, ah bien la loi de l'entropie te dit tu meurs parce que ta conscience meurt. Elle est causée par la matière, c'est de l'énergie que tu fous à l'intérieur, excusez-moi pour le mot, et quand tu meurs, la loi de l'entropie, la nature, tu meurs avec ton corps. Système ouvert, non, puisque tout est indestructible. Du coup, d'où vient ta conscience? Elle ne vient pas de ton propre corps. Mais où va-t-elle après quand tu meurs? Échange d'énergie. Tu comprends? Non mais je comprends, mais ça m'intéresse. J'essaie de te montrer. Tant que tu peux. Ouais, j'essaie. Mais peut-être après, on aura plus de temps. Mais voilà les implications de la thermodynamique en système ouvert. Système ouvert, ça bouleverse tout. On n'est pas de l'entropie, on meurt pas. C'est pas possible. Ça veut dire que notre conscience vient d'ailleurs. Elle était juste dans une autre modulation, un autre état. On est venu sur cette terre, du coup elle a pris un autre état, conscience humaine, mais lorsqu'on meurt, elle se transforme et elle va ailleurs. Et comme je vous l'ai dit, on n'est qu'énergie. Du coup c'est le changement d'énergie encore. Déduction, logique. Tu comprends? Transpersonnel. On n'est plus que ça. Donc voilà les conséquences de la thermodynamique. Bien sûr, mais pour ça. Mais par rapport à l'au-delà justement. Ah oui. Est-ce que vous croyez justement que la conscience elle se déplace, enfin qu'elle reste après la mort et que il y a de plus en plus de personnes disent qu'il y a qui ont fait des MDE, bien sûr. disent que la conscience elle n'est pas dans le cerveau, elle est bien au-delà alors qu'ils étaient pratiquement, diagnostiqués comme morts, finalement ils voyaient que ce qui se passait au-dessus. Donc ça veut bien dire que la conscience elle est ailleurs. Et parfois on peut même communiquer avec les défunts, je veux dire, bon, c'est un petit peu à la mode, mais je pense que c'est une réalité. Après, c'est nous qui limitons la réalité. Voilà. Est-ce que la conscience, elle peut déjà pas être en plusieurs endroits en même temps? C'est nous, oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, dans les anciennes traditions, on est positionné dans 6 lieux simultanément, plus celui-ci, 7. C'est pour ça que le chiffre 7 était important. Ça, c'est le tome 2, si ça vous intéresse. Donc, on est positionné dans plusieurs lieux simultanément, y compris dans le monde des morts. Des morts, rien, je pense qu'il y a... On a une part de nous qui est liée à ce monde-là. Et la connexion est en lien avec un état de conscience modifié. Oui, c'est ça. Bon, vous voyez bien que si on part du solide, on fait déduction logique, sans faire de théorie,
juste en observant, ça c'est ce que j'essaie de faire, comment les choses fonctionnent, il y a forcément, à côté, il n'y a que des dogmes et des théories qui essayent de comprendre le monde parce qu'ils sont tous cloisonnés. Donc, à côté, il y a la biologie, à côté, il y a la psychologie, à côté, il y a les chimistes, et à côté, il y a les physiciens. Je parle juste de ça. Et si on ajoute les spirituels, parce qu'on parle de ça, chacun regarde l'objet selon un angle qui lui est propre. Et le pire, c'est que chaque discipline regarde l'angle de l'objet avec des sous-disciplines à l'intérieur, avec des théories personnelles. On s'en sort plus. Oui. T'as oublié les religions. Oui, on n'en a pas parlé, mais bien sûr, il y a les religions. Il y a... Tout à fait. Et c'est à l'infini, si tu regardes bien. Hein. Après, tu ajoutes plein de trucs, c'est à l'infini. Donc, est-ce qu'on peut regarder la réalité sans faire de théorie, juste en observant? Bien sûr, c'est ce que j'essaie de vous montrer. Pas de théorie, juste on observe. Et on comprend, parce que tout est là. Tout est là. C'est ça le ici et le maintenant, en fait. C'est juste en devant nous le mental, mais qui ne soit pas au service de théorie et au service de notre intérêt personnel, mais plus dans une réception de ce qui est présent, pour exprimer ce qui est là, comme un observateur qui regarde un tableau. Vous voyez? C'est ce que j'essaie de faire. Donc, doucement, doucement, vous voyez, ça se complexifie un peu les données, et TLIP. Donc, bien sûr, la conscience est un état, est vraiment un état. Nous sommes juste dans un état de conscience. Le mot état définit le mot conscience. Pourquoi? Parce que état, ça peut changer d'état. Un moment, il est comme ça, à un autre moment, il sera d'une autre manière. Il sera plus intense, moins intense, plus dans la lumière, dans d'autres plans, un peu moins dans la lumière, plus profondément dans l'obscurité. Mais il est ce qu'il est, cet état, mais à condition que nous restions bloqués par des dogmes. Mais dès que nous changeons de plan, c'est-à-dire nous sortons de notre état de focaliser sur une réalité, nous décidons de regarder les choses d'une autre manière, sur un autre angle, entre autres, ben notre état de conscience change. Et on regarde le monde d'une autre manière. Du coup, voilà, quelque chose d'autre, nous baignons dans un champ d'information. C'est de l'énergie. Ce champ d'information qui est tout autour de nous dépasse tellement que l'on ne perçoit que 1%, je dirais, plus que 0,01% de la réalité. Parce qu'on est focalisé sur un certain nombre de la réalité. Et pour nous, on dit voilà la réalité. Tout le reste, on en fait abstraction. Ce qu'on appelle la focalisation de la conscience. Ouais. Donc cette focalisation nous fait un tort. Parce qu'on crée notre réalité à partir de ça. Et c'est comme ça que, par exemple, quand deux personnes se rencontrent, là on est en physique, mais on baigne un peu en psycho et en spiritualité. Donc quand deux personnes se rencontrent, ils ne perçoivent pas la même chose, mais avec ils parlent de la même chose. Ils vont dire, pardon, de cet objet-là. Hein, tout le monde le voit. Mais chacun le regardera selon sa propre histoire et ce qu'il comprend de la chose. Donc, pour moi, je sais ce que c'est, puisque c'est moi qui l'ai ramené. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est, quand je le montrerai, par rapport à une autre personne qui l'a construit. Et moi, je ne sais pas ce que c'est, par rapport à la personne qui l'a pensé à l'origine, avant que ça soit construit. Vous le regardez, vous regardez les couleurs et tout. C'est ce qui vous intéresse. Mais peut-être que pour elle, elle regarde l'esthétisme. Et peut-être pour Jacques, il se dit, ouais, je sais ce que c'est. Peut-être pour une autre personne. Donc, chacun a sa perception de la réalité par rapport à ce qui l'intéresse. Et là, il y a quelque chose d'important à savoir. C'est que notre état de conscience, d'accord, et on parle d'énergie. Je vous ai pas perdu, bon, franchement. Juste monsieur, c'est bon. Notre état de conscience, c'est-à-dire notre attention vers une chose, nous focalise vers ce qui nous intéresse. Notre attention. Et lorsqu'on pose de l'attention quelque part, on dépose notre énergie de conscience. Dans un champ d'information, on a choisi ça, l'esthétisme. On a choisi ça, la couleur. On a choisi ça, l'utilité. Donc dans un champ immense d'informations, on a prêté attention à des détails qui nous intéressent. Donc plus on s'ouvre à tout ce qui est présent, en le regardant sur tous les plans possibles, plus on arrive à voir ce qui est là. Ça, c'est la façon de comprendre sur un élargissement de conscience. Maintenant, ça, c'est du point de vue extérieur.
mais il se passe exactement de la même manière du point de vue intérieur. Expérience intérieure de la chose. Là, je vais démonter un autre. Ça va, je ne vous ai pas perdu, c'est de l'énergie. L'attention, c'est de l'énergie. Prêter attention à quelque chose, on lui offre une information et on veut un retour. Maintenant, ça c'est extérieur, mais intérieurement, c'est pareil. C'est-à-dire que lorsque deux personnes se rencontrent, ils ont l'impression de communiquer ensemble. Ils ne communiquent pas ensemble, puisqu'ils communiquent sur leurs intérêts et leur attention propre. Du coup, il n'y a pas de communication, malgré qu'ils utilisent les mêmes mots. Vous comprenez? Et tous les problèmes de communication proviennent de là. On ne prête pas attention à la même chose, et on utilise les mêmes mots pour définir le monde qui nous entoure. Ça vous va? Du coup, si j'arrive à comprendre ce jeu-là de conscience, je me dis, ok, quelle est ta définition et quelle est ton approche par rapport, je ne sais pas, à ça? Elle va l'expliquer. Je comprendrai que je n'aurai pas la même approche, ni la même compréhension. Du coup, je peux me mettre à sa portée pour parler de la même chose. Et là, j'entre dans une véritable communication. C'est un état de conscience. Pourquoi il y a des guerres à votre avis? Des guerres d'intérêt. Pourquoi il y a des problèmes entre couples? Problèmes d'intérêt, de priorité, tout ça. Pourquoi il y a la souffrance? Parce qu'on est focalisé sur une partie de la réalité. Et vous regardez bien, tout est généré par un état de conscience. C'est tout. Et plus on est large, moins il y a de problème. Plus on est rétréci, plus il y a de problème. C'est logique ou pas? Donc c'est ça l'énergie. Qu'est-ce qu'on en fait? Tu voulais dire quelque chose, Jacques? Oui, je veux dire, la conscience, pour moi, c'est, enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, il n'y a pas de temps. Parce que moi, en tant que Jacques, j'ai un temps défini, tu vois, en tant que Jacques, quoi. Ouais. Une partie, un état de la conscience, si tu veux. Bien sûr. C'est ça? Et puis, il y a la conscience générale, si tu veux, où il y a plusieurs facettes. Et moi, je suis une seule facette de la conscience. Je vois très bien. C'est ça? Oui, là tu as déjà, t'es déjà très loin. On parle déjà d'un truc de base, c'est nous, moi, tout ça, et après on peut ajouter la chose qui est tout en haut qui nous observe. Non, je comprends bien ce que tu veux dire. Ça veut dire que, par exemple, pour expliquer la maladie, pas n'importe. Pour dépasser la maladie, par exemple, j'ai une maladie, pour dépasser, il faut que je sorte de cette facette-là pour. Bien sûr. La conscience, elle, corrige, tu vois, ce que j'ai vu, c'était faux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Je comprends. Très bien. Il n'y a pas de mystère, quoi, pour moi. Il n'y a pas de mystère. Voilà. C'est juste nous qui posons du mystère. Mais vous avez tous compris, en tout cas, que la conscience, c'est de l'énergie, c'est de la lumière, c'est du temps, et qu'en fin de compte, on offre notre énergie à la réalité. Et il y a un échange d'informations entre les choses qui nous entourent, l'information, et on sélectionne dans tout ça ce petit truc de rien du tout, ce 0,1%. Je crée ma réalité avec, le reste n'existe pas, la personne autour de moi n'existe pas, le monde n'existe pas, parce qu'il n'y a que ma réalité qui existe, que je projette partout. Et je prête attention uniquement à ça. Du coup, quelqu'un me parle, j'écoute uniquement ce qui m'intéresse, je sélectionne inconsciemment tout ce qu'il dit. Mauvaise communication, du coup, et partout. Et on est tous purement égotiques à cause de ça. Et plus on s'ancre vers le haut, plus cet état de moi individuel, de conscience, s'élargit et est capable de réceptionner plus d'infos, donc plus de réalité, plus d'écoute, plus d'attention, plus de présence. Et là, il y a une règle qui se met en jeu, c'est-à-dire plus je me rapproche de la source, plus je suis présent, plus j'ai un état de conscience élargi et je suis rempli d'énergie. Plus je descends, plus ma conscience est très rétrécie, plus je suis dans l'obscurité, l'ignorance et la souffrance, c'est clair, hein, et plus je suis en permanence en train de chercher le monde pour assouvir mes propres intérêts. Ça vous va? Là, on a intégré une psychologie et une forme de spiritualité au sein de cette physique, et au sein de ce monde d'oscillation. Ça va, je ne vous ai pas perdu là. Je vais lire une partie du tome 1, une sélection, qui parle justement de ces intensités de conscience pour arriver à quelque chose d'autre après. En résumé, nous avions énoncé dans le premier ouvrage les principes qui suivent. La première oscillation de conscience aligne un état
dit d'illusion avec la matière. Nos sens nous déforment le réel, le second état, quant à lui, que nous avions nommé hallucination, éveille notre conscience onirique, dite collective. Sur une échelle plus haute de fréquence, chaque état de conscience est la résultante oscillatoire de la présence. C'est ainsi que nous découvrons la modulation visionnaire sur une plus haute amplitude de conscience, laquelle renvoie à une plus grande clarté du réel. Les voiles du réel se déchirent, et c'est alors que des réalités plus hautes encore et plus authentiques se montrent à notre regard. C'est dans ce modus operandi que surgissent les phénomènes dits paranormaux et parapsychologiques. Lorsque l'énergie vitale augmente, cet état laisse place à la kavana himma, c'est-à-dire un état de conscience visionnaire et qu'on peut modifier la réalité. Ici se réalisent et se matérialisent les miracles. À ce degré d'être, l'intériorité bascule vers l'extériorité et tout ce que cet individu imagine en lui-même peut se manifester au grand jour s'il le désire. La dernière étape oscille et résonne avec l'état divin, laquelle est nommée imagination créatrice. Il s'agit de l'ultime état de conscience, lequel domine l'ensemble de sa création et se tient comme maître total de son propre univers. Donc ça, c'est tiré du tome 1. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une conscience, et selon sa modulation, elle va capter des informations de plus en plus hautes. Du coup, elle va changer d'état. Et il y a des degrés et des aptitudes psychologiques, physiques et spirituelles qui se mettent en place. En physique, on les connaît, parce qu'on vous perçoit qu'il y a des changements. Mais ça n'a jamais été intégré en psychologie. Et en spiritualité, chacun l'étudie selon sa petite discipline. Paranormal, parapsychologie, les religieux, pour les miracles, entre autres, tu suis, imagination créatrice, psychologie des profondeurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et chacun propose des théories pour expliquer tout ça. Parce qu'on a une vision linéaire et horizontalisée. Tel est notre problème. Ça, c'est le grave problème, parce qu'on regarde les choses et on les pose les unes à côté des autres. Là, il y a le paranormal, il y a la spiritualité, là, il y a la physique, là, il y a l'énergie physique, là, il y a l'énergie électromagnétique, là, il y a l'énergie spirituelle, là, il y a l'état visionnaire. Oh, il y a plein de trucs. Ça fait beaucoup. On ne sait pas où se tourner. Parce qu'on ne sait pas regarder verticalement. Tout est une question d'intensité de l'énergie. Et en fin de compte, il n'y en a qu'une. Mais elle change d'aspect selon le lieu où elle se présente. Du coup, l'état de conscience, selon son intensité, va produire des réalités différentes, et des aptitudes et des capacités différentes. Je résume. Je disais que le premier état, c'est l'état d'illusion. Ça, on connaît très bien les états d'illusion, c'est lorsque notre cerveau nous donne des informations faussées sur ce qu'on observe. On connaît un peu ce genre d'illusion d'optique. On se dit, ah, j'ai cru que c'était bossu, et puis j'avance, ah non, c'est pas bossu, il suffit qu'on dessine quelque chose qui est une illusion d'optique sur le sol, on a l'impression que le sol, il bouge. Vous voyez, vous connaissez déjà ces choses-là, mais le sol, il est plat. C'est illusion d'optique. Ça, c'est l'état biologique de notre constitution. Par-dessus ça, il y a l'état hallucination. Hallucination, aucun psychologue ne sait expliquer ce qu'est l'hallucination. On explique quelque chose d'inconnu en y plaçant un mot qu'on ne sait même pas ce que cela veut dire. Mais juste parce que le mot expliquer, ça ne veut pas dire expliquer, mais décrit un certain état, eh bien, c'est parfait. Tant que ça permet de décrire un état. Mais ça n'explique rien. Parce que c'est ça, quand on lit les ouvrages psychiatriques et psychologiques, on ne sait pas, ils ne savent pas vraiment. Lorsqu'on regarde les hallucinations, il y a des hallucinations auditives, visuelles, entre autres. Il y a aussi les hallucinations du toucher. Les 5 sens sont touchés par les hallucinations. Parce que c'est un état de conscience qui fait appel à un autre niveau de conscience, qui est celui de la conscience onirique, c'est-à-dire la conscience du rêve. Lorsqu'on rêve, vous voyez, on a l'impression que tout existe. Lorsqu'on se réveille, on dit « oh, c'était qu'un rêve ». Lorsqu'on est dedans, on sait que c'est là, on sait que ça existe. Mais on sort du rêve, ah non, ça n'existe pas. C'est une hallucination pour les psychanalystes, ça n'existe pas les rêves. Parce qu'on a une fausse idée de la réalité. On dit qu'il y a quelque chose de réel, vous, moi, quelque chose d'irréel, les rêves.
Non, pas du tout. C'est un autre état de conscience. Les rêves, c'est une autre modulation de la conscience. Il y a un réel, encore une fois, tout le monde se trompe, il suffit de le poser verticalement. Mais ce réel se module différemment selon l'état de conscience. Du coup, lorsqu'on est plus dans l'introspection, retourner à l'intérieur, c'est un état onirique qui produit des hallucinations lorsqu'on est en état de veille, comme là. Ça produit des hallucinations. Et c'est la même résultante et la même méthodologie et le même processus qui est produit dans les rêves. Et c'est pour ça que cet état onirique, vous voyez, lorsqu'il est défaillant, produit des états pathologiques. On entend des voix dans notre tête, par exemple, les schizophrènes. Mais en fin de compte, c'est une faille dans la conscience qui laisse passer un état de conscience plus profond. Mais les méditations, on entend aussi des voix dans notre tête, mais on n'est pas schizophrène. Pourquoi? Parce qu'on touche le même état de conscience. Mais contrairement à l'état pathologique, on n'a pas une faille, une défaillance dans la constitution du moi. On se laisse juste pénétrer par une couche plus profonde. Vous voyez? Donc il n'y a pas de contradiction entre l'état du schizophrène et l'état de méditation. Ça vous va? C'est juste une question de constitution et modulation de conscience. Ainsi on monte, et vous allez remarquer que plus on monte, plus on capte d'informations. Plus on monte, plus on perçoit une réalité différente. Plus on monte, plus l'énergie est intense. Donc on continue. Ensuite, après l'hallucination, il y a l'état de visionnaire. Là, on touche à un degré de l'espace-temps où, ce degré de visionnaire, on a des intuitions fulgurantes de ce qui peut arriver. L'intuition, cette intuition commence à apparaître lorsqu'on pénètre les couches de notre intériorité un peu plus profonde. Et c'est un œil intérieur, mais c'est un état de conscience plus profond, qui perçoit les choses beaucoup plus profondément. Du coup, on capte une information qui est là, qui est déjà présente, mais qui échappe à la conscience qui est située tout en bas. Vous voyez? On n'est que dans l'énergie. On n'a pas changé de plan. On n'est que dans ça. Cette énergie, du coup, vous comprenez bien que tout est énergie encore. Tout est lumière, tout est oscillation, tout est vibration. Du coup, quand vous entendez les gens du New Age disant ah, je sens de l'énergie. De quelle énergie ils parlent? Vous voyez? Eux-mêmes ne savent même pas. Hein. C'est ça le souci. Là, ce que j'essaie de faire, c'est de vous expliquer d'une manière solide, claire, sur des bases logiques, pour exprimer quelque chose d'illogique et d'impalpable. Parce que tout est là. C'est juste savoir observer. Ensuite, lorsqu'on arrive à un état plus haut de visionnaire, on arrive à des facultés paranormales ou parapsychologiques. C'est juste inhibé, étouffé. C'est là, mais c'est dans un degré plus profond. Ça se réveille lorsqu'on active cette énergie en nous. Ça vous va? Vous avez compris? À un degré plus haut, c'est l'état cette fois-ci de manifestation de notre pensée dans la matière. On arrive à changer l'état de la matière. En physique, c'est une banalité, on le sait, parce que l'énergie, ça se transforme. Il est comme ci, il est comme ça dans le toit, il est comme là, il est comme là, il est comme ça. Non, c'est de l'énergie, ça je le sais très bien. Pourtant ça, quand je le fais brûler, ça se transforme en autre énergie à travers la fumée, mais ça ne disparaît pas. On le sait, on le voit, mais on ne l'applique pas sur nous. Mais quand on l'applique sur nous, on se rend compte que l'énergie que l'on capte, on est capable de le manifester. C'est ce qu'on appelle les miracles plus tard. Les soins, les magnétismes, les guérisons, c'est produit par cette énergie de la conscience qui est à un très haut degré. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'image qu'on se fait de la réalité est tellement intense et puissante et réelle qu'elle se manifeste dans la matière, ce qu'on appelle l'imagination créatrice. Ça vous va? Et plus on monte, plus la réalité s'efface. Et plus il n'y a que la conscience qui existe et elle est capable de créer tout ce qu'elle veut. C'est l'état de Jivan. Et dans les textes anciens, pour info, par exemple, hier, quand vous étiez là, on a parlé de l'Inde et de l'Égypte. Ce sont les dieux qui ont pensé le monde et qui ont amené le monde à l'existence à travers leur imagination créatrice. Ils l'ont pensé et ils ont prononcé le monde et le monde est advenu. C'est l'imagination créatrice dont on est en train de parler là.
Dans toutes les créations, dans toutes les anciennes théologies, c'était ça. Ça va, je vous ai pas perdu? Comment on recolle les morceaux? Ça va? Oui, maintenant, je vais vous parler de Lakhovsky. Avez-vous déjà entendu parler de Lakhovsky? Je vais le dire. Lakhovsky. Bon, il a vécu en France, mais c'était un russe d'origine, on peut très bien voir son nom. C'était un biologiste. Il a vécu au début des années 1920, quelque chose comme ça. Hein. Il a observé les cellules vivantes, entre autres les cellules humaines, et en observant les cellules, il a compris que quelque chose d'intéressant qu'on n'a pas acté en biologie, pourtant c'est une démonstration flagrante de ce que c'est que l'énergie, qui est que les cellules oscillent comme des petites machines. Attention, on met des guillemets sur la machine, mais qui oscillent. Ce ne sont pas des cellules chimiques, ce sont des cellules d'énergie qui oscillent. Et selon leur oscillation, leur vibration, elles émettent une certaine quantité d'énergie. Et lorsqu'on les observe, selon la couleur qu'elles ont, ou qu'elles émettent, on sait si elles sont saines ou malades. Vous voyez? Et plus tard, on a découvert ça à nouveau, et ce sont des Allemands qui ont découvert ça, dans les années 50. Piop, pour ceux qui s'intéressent, Fritz Albert Piop, tout ça c'est octobre, si ça vous intéresse. Il a découvert la même chose, que les cellules émettaient de la lumière, et donc de l'énergie, et donc des oscillations. Il les a appelées les cellules biophotons. Bio, vivante, photon, lumière. Des cellules vivantes qui émettent de la lumière. Et il a découvert la même chose que Lakhovsky. Il a découvert que par rapport à la santé de la cellule, la lumière qu'elle émettait, selon la position dans l'organisme où elle était, n'avait pas la même couleur qu'une autre cellule positionnée dans un autre organe. C'est-à-dire que chaque organe émet des lumières qui diffèrent les unes des autres. Ça vous va? Et on peut savoir la constitution énergétique de telle partie de l'organe rien qu'en regardant l'énergie qui est émise par les cellules vivantes, les biophotons. Et lorsque les cellules commençaient à tomber malades, on s'apercevait que la couleur changeait dans la captation de la lumière. On capte la lumière, c'est simple, hein, facile à faire. Du coup, chromothérapie, luminothérapie, ils ont mis ça en place, ça vient de là. C'est né de là. Ils ont observé ça, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste changé pour assainir des cellules pathologiques qui émettaient des mauvaises fréquences d'ondes. Ils ont mis des ondes énergétiques, c'est simple, hein, on regarde la couleur, on leur donne la couleur qu'il faut, qui est une captation d'énergie. Elles captent cette énergie-là, et elles absorbent cette énergie, et elles redeviennent saines. On est dans la biologie de la lumière. On n'est plus dans la biologie chimique, mécanique. Alors là, c'est un pas de géant, on est ça. On n'est même plus dans un homme électromagnétique uniquement. L'homme électromagnétique comme au départ. On est dans l'homme de lumière. L'homme qui émet de la lumière. Pas uniquement d'énergie. Biologie de la lumière. Alors si vous voulez acheter ce livre-là, il est super. D'accord? Il est très compliqué. Si vous voulez avoir une synthèse, prenez le tome 1, c'est plus simple. Mais bon, vous comprenez que la lumière, l'énergie, c'est la même chose, et ces scientifiques-là ont découvert ça. Mais c'est pas acté en biologie. C'est pas acté. Pourquoi, à votre avis? Les dogmes. On ne veut pas que ça change. Parce qu'on est dans une biologie où l'on considère l'homme comme une machine anthropique, comme en psychologie. Une machine où il faut manger 5 pommes par jour. On vous montre tout le temps à la télé. Et quand vous mangez vos 5 pommes, eh ben, ils sont bien contents, puisqu'après, il y a des calories qui sont bien distribuées. D'accord? Donc, il y a une espèce d'homme-machine mécanique qui doit être alimenté. Mais il est anthropique, cet homme-machine. Donc, il faut lui donner tout le temps à manger. Mais il faut dépenser en même temps l'énergie. Donc, mange, bois, dors, crème, et disparaît. Ça va? Pourtant, avec le quantique, ça devrait quand même évoluer parce que. Ils n'ont même pas intégré.
Parce que on sait bien que les cellules quantiques, elles ont Non, mais une part psychologique bien sûr. et que c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément reproduire les Bien choses. sûr, la biologie, elle est en retard de 150 ans Mais, par rapport aux disciplines physiques. Elle n'a pas intégré la physique quantique ni la physique d'Einstein de la relativité. mais Parce que les fondations, ça c'est dans le tome 3, c'est justement la part biologie, physique, enfin biologie, psychologie et tout le reste. Parce qu'on est dans l'intériorité dans le tome 3. Ça, je parle de l'histoire et je montre comment ça s'est mis en place, mais en même temps comment on peut changer tout ça, comme je viens de le faire. Qu'est-ce qui se passe? Quand on découvre leurs textes, leurs fondations, leur histoire, c'est qu'on découvre qu'ils se sont basés sur la physique de Newton pour bâtir la biologie moderne. Pourquoi? Parce que la biologie moderne, elle est née à l'époque de Newton. Et donc, pour comprendre le monde, eh bien, il fallait appliquer une physique pour expliquer le monde. Il y a eu Descartes, ensuite il y a eu Newton, et là, c'est arrêté la biologie. Pas plus loin. Ensuite, il y a eu la chimie. Elle a intégré toutes les notions du 19e siècle, la thermodynamique entre autres, de Sadi Carnot, pas plus loin. Tout ce qui est arrivé au 20e siècle, c'est-à-dire Einstein et la physique quantique, on ne l'a pas intégré. 150 ans de retard. Alors, la psychiatrie et la psychologie, c'est 200 ans de retard. C'est pire. Et ce qui est étrange, c'est pourquoi tout ce qui touche l'homme, c'est ce qui est le plus en retard. Et tout ce qui touche à l'extériorité, c'est ce qui est le plus en avance. La physique, les maths, l'astronomie. C'est un truc de fou, la technique. Parce qu'on a une conscience focalisée vers l'extérieur. On n'a pas une conscience focalisée vers l'intériorité. C'est logique. C'est à cause de ça. Et donc, forcément, tout ce que je suis en train de dire n'est pas acté. L'homme électromagnétique, ou l'homme de lumière, ou l'homme quantique, c'est pas acté, c'est normal. Et pour que la biologie doit changer ça, pour qu'elle doit changer tout ça, il faudra du temps. 50 ans, 60 ans, voire 100 ans, voire jamais, on ne sait pas. Mais on espère, on espère. Donc voilà, les cellules biophotoniques. Et je terminerai, et après c'est la pause. Ça va, je vous ai donné plein d'infos pour l'instant. Vous avez votre petit schéma dans la tête. Ça va? La résonance de Schumann. Ça, c'est extraordinaire. Là, tout ce que je suis en train de vous donner, c'est des détails encore. Juste pour que vous puissiez imaginer d'autres réalités. Mais pas des réalités théoriques, des réalités qui sont là. Des réalités qu'on sait qu'elles existent, elles sont là. On regarde sur un autre angle. C'est tout ce qu'on a fait. Hop, on parle de l'homme-machine, ouais. On a démonté l'homme-machine pour montrer qu'une autre thermodynamique était là quand on était en système ouvert. Du coup, la conception de la conscience a une autre conséquence, comme on disait par rapport au déplacement de la conscience. À côté, on a placé l'homme électromagnétique. À côté, on a placé les états de conscience verticaux et non plus horizontaux, avoir une compréhension claire. Et en plus, l'homme de lumière. Et tout s'explique. Tout est dû à ça. Donc, résonance de Schumann. On est encore au XXe siècle. Vous avez déjà entendu parler de ça et il y a des dérives extraordinaires vers ça. Comme la chromothérapie, la luminothérapie, il y a trop de dérives. Parce que les gens qui s'en servent, la majorité du temps, ce sont des gens du New Age. J'ai rien contre le New Age, parce que les bases, les fondamentaux, c'est Blavatsky. Elena Blavatsky, moi j'ai rien contre elle, au contraire, elle a fait des grandes choses. Mais après, c'est ce que les gens ont fait de ce qu'a fait Blavatsky. Et c'est du n'importe quoi. Blavatsky parle du New Age, le nouvel âge. Le nouvel âge, selon Blavatsky, elle a vécu fin du XXe siècle. C'est une grande dame, hein, Blavatsky. Elena Petrovna Blavatsky. C'est une très grande dame. Et quand vous lisez ces livres, c'est pointu. C'est pas comme ça, hein, c'est du pointu avec des sources, machin. Elle a parlé du nouvel âge, de l'avènement du nouvel homme. Pour ça, on parle de ça. Mais qu'est-ce qu'elle essaie de dire? Elle essaie simplement de dire que l'avènement de l'homme matérialiste est fini. Et qu'il est temps de laisser place à l'homme spirituel. Et que cet avènement de l'homme spirituel est en lien avec le mouvement de l'énergie cosmique. Le nouvel âge, l'ère du Verseau.
J'ai une question, parce que j'ai jamais trop compris. Peut-être parce que je suis poisson aussi. Mais... Tu vas rester dans l'air du poisson, tu peux pas passer. Non, mais c'est pas ça. Tu vas aller dans l'air du poisson, là. Ouais, on est sur le passé, justement. Et que un poisson, astrologiquement parlant, à titre individuel, c'est un des qui est bien connecté spirituel, justement. Il n'y a pas de problème avec les constellations et la spiritualité, on ne parle pas de ça. On n'est pas individuel, on est dans des mouvements cosmiques. C'est le mouvement du soleil. Non, mais ça, je comprends la précision de l'exynox. Voilà, on lance ça. Mais j'ai du mal à faire le lien entre l'astrologie individuelle ou même mondiale à un instant T, de par exemple du signe du poisson, et des 2000 ans qui sont passés derrière nous. S'il y avait de l'hermétisme, il y avait plein de trucs cachés, des non-dits, des religions, des trucs, mais... C'était des grandes aires avant, hein, c'est ça, c'est parce que... Alors là, on est dans les théories, justement. Là, on est dans... Vraiment, tu pointes. Ce qu'elle est en train de dire, c'est justement des théories spirituelles. Ah, ça, c'est de la... C'est des théories, oui, parce que moi, en spiritualité, il y a des théories. Et il y en a plus que dans la science. Parce que chacun a sa... Moi, je pense que, du mon point de vue, je pense que c'est des théories, tu vois, moi, je perçois. Comment on peut dire, moi, je perçois, lorsque le but de la spiritualité, c'est d'être là, pour regarder l'immensité. Et c'est lui qui est en haut, qui va nous dire comment le monde fonctionne. Aujourd'hui, on fonctionne en horizontalité, et chaque point de vue se vaut. J'ai le mien, et puis on met tout ça à l'horizontalité, on dit, ouais, ça vaut, puis je fais ma sauce, je fais ma soupe. C'est une théorie. Il y a plein de théories en spiritualité. Et une des théories, c'est l'ère des cycles astronomiques. Fait qu'il y a des états de conscience qui changent. L'ère du poisson, l'ère du Verseau. Tu sais? Ça n'a jamais existé dans les textes anciens, je peux te le confirmer. D'accord. Ça n'a jamais existé. C'est une théorie qui est née au 19e siècle. Et qui a été, Tu vois, tout s'explique. Je viens de te poser la question. voilà, c'est né au 19e siècle. Après, ça a été amplifié au 20e siècle, encore davantage, avec d'autres écrivains qui ont dit, ah, c'est pas mal cette idée, et on va écrire encore dessus, tu vois. Et l'astrologie est née de cette manière-là. L'astrologie, tout un domaine. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais après, il y a un décalage entre l'astronomie des anciens et l'astrologie moderne. Il y a un décalage. Mais on n'est pas là pour ça, d'accord? On ne fait pas digresser très loin. Très loin. Mais juste, on parle d'énergie, on parle de cette conception de Blavatsky, c'était juste ça que je voulais dire, qu'elle a essayé de faire comprendre au monde qu'il y a un changement d'air, ok? Et qu'à son sens, c'est la première à avoir dit ça, tu vois. À son sens, nous passons dans un nouvel âge, l'ère du Verseau, qui n'était pas encore présent, mais qui va demander plus de 150 ans d'évolution de l'homme pour que l'ère du Verseau puisse arriver. D'accord? Bon, ça c'est Blavatsky. D'accord? Mais ce qu'on en a fait, c'est du New Age, la spiritualité, et on en fait n'importe quoi. C'est sûr? Ça a donné ça, c'est mélange. Je voulais juste faire la part historique. Revenons à Schumann, et après je vous donne l'occasion de vous détendre, respirer, ou digérer, ou absorber de l'énergie, parce que ça aussi, je suis en train de parler, réfléchissez juste. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'oscillation. Donc, résonance de Schumann. Lui, c'est encore un Allemand. Du côté allemand, russe, ils sont fascinés par l'énergie. Je vais vous lire ce que j'ai écrit, comme ça c'est un peu facile à comprendre. Il a parlé d'un univers, bien sûr, dans lequel la Terre baigne en résonance de fréquences avec d'autres planètes et à travers le système solaire et l'univers complet. Ça, c'est facile à comprendre. Tout est en résonance. Tout est interconnecté. C'est dans cet univers de fréquences qu'apparaît l'évolution de la conscience humaine également. C'est-à-dire que l'évolution de la conscience humaine sur la Terre est due à des résonances cosmiques. Jusque-là, on comprend. On n'est plus dans la biologie mécanique et chimique, on est dans une évolution de la conscience, comme on l'explique du point de vue des fréquences. Et là, c'est limpide. Maintenant, avec tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Ça vous va? Je suis pas perdu. Non. Je te vois dans les étoiles. T'es là dans le Verseau ou... Les poissons qui dans Je sais pas quelles étoiles, mais... Ok. Le rayonnement solaire à haute altitude. Attention, il va y avoir des mots assez complexes, mais on va les expliquer. Le rayonnement solaire à haute altitude ionise l'atmosphère de la Terre et crée une couche conductrice autour de la planète. Donc, il y a la lumière solaire électromagnétique de l'énergie
qui entrent dans la Terre, certaines sont reflétées et n'entrent pas sur la Terre, d'autres touchent l'atmosphère et restent prisonnières des couches de l'atmosphère, et d'autres peuvent pénétrer plus profondément, jusqu'à nous. Et donc il y a des ondes, parce que ce sont des ondes, ce sont des fréquences, qui restent prisonnières de la couche ionosphérique de l'atmosphère. Il y a plusieurs couches. Elles restent là, bloquées, et ça vient du système, ça vient du Soleil. Comme les couches inférieures de l'atmosphère sont un bon isolant, la couche conductrice supérieure est chargée électriquement par rapport à la surface de la Terre et a une tension énorme. Donc, ce qui se passe, c'est comme les ions, il y a du positif et du négatif, c'est en physique, hein. La couche atmosphérique et la couche de la Terre, la surface de la Terre, propulsent comme ça les ondes, en aller et venu, comme ça. Ça vient du Soleil, d'accord ? C'est les mêmes énergies qui nourrissent les plantes, entre autres. Ok. En d'autres termes, le globe terrestre, avec la couche conductrice de grande hauteur, est semblable à un condensateur sphérique géant. Le premier qui a rapporté que ce géant résonateur sphérique fut le professeur Winfried Otto Schumann. Donc, on parle de la résonance de Schumann à cause de ça. C'est lui qui a révélé ça et qui a dit ces ondes qui parcourent toute la Terre et qui se bousculent entre la surface de la Terre et la couche ionosphérique de la Terre. Et ça se touche comme ça, tout le tour de la Terre. Ça parcourt toute la Terre. Entre autres, Nikola Tesla, c'est ce qu'il avait découvert. C'est ces ondes-là, c'est les ondes de fréquence de Tesla pour produire de l'électricité. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, produire de l'électricité sans avoir de fil conducteur. On le positionnait là et il absorbait ces ondes de fréquence et l'ampoule s'allumait toute seule. Tesla l'avait déjà découvert bien avant Schumann. Schumann n'a fait que redécouvrir ce que Tesla avait trouvé. En explorant les champs électromagnétiques dans la cavité Terre-ionosphère, Schumann détermina expérimentalement la fréquence, 7,83 Hz. C'est-à-dire que vous avez la Terre, imaginez-vous ça, la surface de la Terre, ok, et ces ondes, bien sûr, c'est des oscillations comme ça. Hein, ok, voilà, donc elles jouent entre le haut et le bas comme ça, à 7,83 Hz. C'est-à-dire que par seconde, l'oscillation fait 7 fois comme ça, à chaque seconde. Elle touche l'atmosphère, la ionosphère et la Terre à 7 fois la seconde. Vous imaginez la rapidité. C'est hyper rapide. Ça va ? Ça, c'est ce qu'on appelle la résonance de Schumann. Aujourd'hui, on a découvert qu'il y avait des harmoniques. Et ça, c'est une logique incroyable. Il y a des harmoniques de résonance de Schumann. Bon, plus tard, d'autres résonances se révélèrent au sein de cette cavité, donc les harmoniques, comme une harmonique terrestre. Les ondes de cette fréquence se propagent dans la couche sphérique entre la surface de la Terre et l'ionosphère inférieure, et encerclent la Terre environ 8 fois par seconde. C'est comme je viens de dire. Environ 8 fois par seconde. C'est bien, hein, mais vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Où il va en venir. Un médecin du nom de Herbert Koenig a prêté attention à la coïncidence de la fréquence de résonance de Schumann principale, c'est-à-dire celle-ci, avec la gamme d'ondes alpha du cerveau humain. Pourquoi ? Parce que la gamme du cerveau humain produit des ondes. Il y a des gammes. Et parmi ces gammes, il y en a une qui est bien particulière, elle oscille entre 7 et 13 Hz. On est dedans, entre 7 et 13 Hz. Ça vous va ? On est dedans. Il a dit, tiens, ça dit quelque chose ça. C'est des ondes du cerveau. Il fut persuadé qu'il y avait une corrélation. Il découvrit alors que l'ionosphère est une sorte d'oscillateur pilote pour tous les biorhythmes du vivant. En allant un peu plus loin, il a découvert que tous les êtres vivants dépendaient de l'oscillation de la résonance de Schumann. C'est-à-dire que nous sommes tous organismes vivants. Nous sommes tous en oscillation et en harmonique avec cette onde électromagnétique. Alors, on est en syntonisation, c'est le terme musical pour parler de ça. On syntonise avec la résonance de Schumann. Et cette onde entre 7 et 13 Hz, je continue,
Depuis cette première découverte, plusieurs postulats ont été énoncés, dont celui-ci. Les résonances de Schumann sont des ondes électromagnétiques stationnaires qui agissent comme des fréquences de fond et influencent les oscillateurs biologiques dans le cerveau des mammifères, par résonance, par syntonisation. Du coup, elles influencent l'évolution humaine et l'évolution des êtres vivants. Et du coup, on n'est plus dans une biologie, comme tout à l'heure, purement mécanique et une biologie chimique, comme on l'entend dans les documentaires, mais on est dans une biologie qui intègre les oscillations cosmiques. Ensuite, les fréquences des ondes cérébrales humaines ont donc évolué en réponse à ces signaux. Les ondes alpha chez les hommes sont présentes dans le rêve, écoutez bien, dans le rêve, on parlait d'onérisme tout à l'heure, le monde onérique, et dans la méditation légère. 7, c'est ça qu'il faut. C'est ça qui est dingue, c'est incroyable. 7, 13 Hertz, onde alpha. Vous l'avez? Ces ondes-là sont émises dans les rêves, lorsqu'on rêve, et lorsqu'on est en état de méditation. Et je vous ai parlé des hallucinations tout à l'heure. C'est en lien avec ces ondes-là. Du coup... Non, je comprends pas. 7, c'est 7,13 Hz ou c'est Non, c'est entre 7 et 13. Voilà, c'est entre 7 et 13 Hz. Du coup, ces ondes alpha qu'on produit dans notre méditation, on s'intonise avec un état plus profond, qui est un état de conscience plus élargi, mais qui est un état onirique. Parce que c'est les mêmes ondes. Du coup, le pont que j'avais fait tout à l'heure entre les pathologies, les hallucinations, et l'état de méditation qui entend des voix, peut s'expliquer également, et peut s'entendre à travers ce schéma-là. Parce que c'est le même. Mais en fin de compte, d'où ça vient? Ça provient de l'oscillation de la Terre. Alors les gens sont emparés de ça, et puis ils appellent de la résonance Gaïa. C'est comme ça qu'ils l'ont dénommé après. Le chant de Gaïa. D'ailleurs, Greg Braden, je ne sais pas si vous connaissez, Greg Braden, toute sa théorie se base sur la résonance de Schumann. Tout. Tout part de ça. Du coup, vous comprenez bien quelque chose. Non? Je continue, puis on va terminer. Les ondes alpha chez les hommes sont présentes dans le rêve et dans la méditation légère, ce qui nous informe sur la conscience collective. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un état méditatif, on n'est plus individu. On est dans une conscience nous. On est dans une conscience qui intègre d'autres personnes. Les rêves. Lorsque je rêve, j'ai l'impression que je suis dans un monde où tout ce qui m'entoure est indépendant de moi. Mais je suis que moi, en plusieurs parties. Même le paysage, c'est moi. C'est fou. C'est une conscience plurielle. C'est l'inconscient collectif de Carl Gustav Jung, dont on est en train de parler. Cet inconscient collectif, c'est ça. C'est cette résonance méditative. On va l'appeler la conscience collective. Lorsqu'on intègre cette conscience-là et qu'on la conscientise, elle devient groupale. Vous voyez? Et on intègre un champ d'information plus large, et c'est un état naturel. Elle est là. Du coup, lorsque vous êtes chaman, vous rentrez en résonance avec le champ de la Terre. C'est poétique, hein? Mais c'est physique et il est là. Et ce champ de la Terre, c'est un champ onirique. C'est un champ où toutes les consciences biologiques de la Terre s'intonisent ensemble. Du coup, je peux entrer en contact avec d'autres animaux, des plantes, parce que nous partageons tous cette couche de conscience. Ça vous va? Et je termine. Par ce biais, nous sommes donc en contact avec une collectivité du vivant qui consonne en diapason sur un plan d'échange et d'interaction en commun. Donc, on va arrêter là, on fera la pause, mais il faut bien savoir que c'est des introductions, c'est une grande introduction. Vous n'imaginez même pas les conséquences de tout ça. Tout à l'heure, j'ai donné une petite conséquence d'un système fermé et d'un système ouvert par rapport à la conscience, que c'est là où je dis. Et là, la conséquence, elle est simple, c'est nous partageons une conscience commune avec les êtres vivants de toute la Terre. Donc voilà, ça c'était la première partie. Avec les êtres vivants J'ai pas compris. de toute la Terre. Attends, je veux bien revenir sur. Alors, Oui, vas-y, reviens. quand on est en méditation. Oui. Donc, en état normal, quand on rêve, ça va être que notre propre conscience.
si on est en méditation de groupe, là tu dis qu'on rentre en résonance avec le groupe, donc ça devient une conscience collective, et après à plus grande échelle, si en plus ça s'intonise avec la Terre, ça devient la conscience universelle pour le groupe. Ben, Mais est-ce que quand on rêve, c'est vraiment que notre conscience? Ben justement, telle est la question. Parce que ça contredit maintenant la psychanalyse et les théories de l'inconscient. Parce que c'est là l'inconscient. L'inconscient, il est né, cette théorie, est né dans le mouvement psychanalytique avec Freud, Jung et tout, Einstein, Ferenczi et tout. Et ensuite, ils ont découvert qu'il y avait un autre inconscient qui était collectif, c'est Jung, entre autres, qui parle de ça et tout, et puis il y en a eu d'autres. Mais le seul qui a l'intuition, à mon sens, avec tous les grands psychanalystes, qui a eu vraiment l'intuition de toucher quelque chose de profond, c'est Jung. Hein. Mais pourquoi je dis même? Parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est un état biologique, il n'y a pas besoin de théorie. Ok? Du coup, oublions l'inconscient parce que ça ne veut rien dire, l'inconscient. Inconscient, ça veut dire quoi? Ce qui n'est pas conscient. Tu me suis? Ah oui, non, mais... C'est comme l'hallucination, ça ne veut rien dire. L'inconscient ne veut rien dire. Il faut remplacer le mot et le concept de l'inconscient. Alors, je l'explique longuement dans mon tout prochain ouvrage qui va sortir, le dernier, parce que il faut revoir notre propre constitution. Elle est biologique, aucune contradiction avec le psychologique et le spirituel. Et du coup, il faut avoir les mêmes notions. Et qu'est-ce que j'essaie de montrer? Que notre biologie résonne et parfaitement constituée avec les énergies qui nous entourent du point de vue physique. On l'a vu. Maintenant, chimiquement, c'est pareil. On est parfaitement constitué. Mais psychiquement, c'est pareil. C'est pareil. Et spirituellement, c'est pareil. Il n'y a pas d'inconscient. C'est des couches et des couches de résonance et d'oscillation d'une même énergie, mais qui est modulée différemment. C'est vrai. Pour les anciens, il y avait 3 mondes. Donc il y avait 3 consciences. Conscience individuelle, conscience groupale, collective, et une conscience universelle. Là, tu es dans le système vaste. Parce que d'où vient cette résonance? Du soleil, du cosmos. On est connecté. On résonne avec le soleil. Et puis les soleils Et le soleil lui-même, bien sûr. Donc, tu vois que ça demande plus de réflexion. Bon, bah là, c'est la pause. Vous avez 10 minutes pour prendre votre air. Hein? On commence, il est 9h10.